On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de 19h sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et tous les membres du bureau définitif sont entrés en fonction ce jeudi 15 août 2024 à l'issue d'une cérémonie au Palais du Peuple. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a promis de mener avec ses collègues sénateurs une diplomatie parlementaire agissante et avantageuse en appui à la diplomatie gouvernementale afin de défendre les intérêts du pays dans les concerts des nations. Dans l'optique de voir Kinshasa, capitale du pays, redevenir une ville où il fait beau vivre, la première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail mercredi 14 août 2024 avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, sur les différents maux qui détériorent la qualité de la vie dans la capitale. Lors d'un briefing le mercredi 14 août 2024, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kiaongia, ont planché sur les thèmes centraux, mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives. Le gouvernement congolais s'est fixé pour objectif d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, et tous les membres du bureau définitif sont entrés en fonction ce jeudi 15 août 2024 après la cérémonie des remises et reprises entre les bureaux provisoires et définitifs. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des hauts fonctionnaires du Sénat, des collaborateurs de membres du bureau définitif, des membres de cabinet et du bureau provisoire et plusieurs invités. Suivez. Élu lors de la plénière du lundi 12 août 2024, le bureau définitif du Sénat, présidé par Jean-Michel Sama-Lukonde, est officiellement entré en fonction ce jeudi lors d'une cérémonie de remise et reprise avec le bureau provisoire en présence de hauts fonctionnaires du Sénat. Dans son mot des circonstances, le sénateur Sama-Lukonde a rendu encore une fois un vibrant hommage au président Tshisekedi pour ses orientations et son soutien. Il a remercié le bureau provisoire pour la franche collaboration dans le travail accompli et tous ses collègues sénateurs qui ont porté leur choix sur le membre du bureau définitif qu'il dirigera désormais. Sama-Lukonde estime que son élection a suscité beaucoup d'espoir au niveau du Sénat. Ainsi a-t-il invité les sénateurs à travailler à l'unisson afin de redorer davantage l'image de la Chambre haute du Parlement. L'élection et l'installation du bureau définitif ayant clôturé la session extraordinaire, elle marque le début des vacances des sénateurs en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre prochain. Et de son côté, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a déposé ce jeudi 15 août 2024 4 projets de loi à l'Assemblée nationale pour l'assainissement du secteur de la justice. Il s'agit du projet de loi portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire sur le Conseil supérieur de la magistrature, les textes sur les statuts des magistrats et sur le barreau. Commentaire de Vilingali Junior. Merci pour l'honneur que vous nous faites en venant nous recevoir ce jour à l'occasion du dépôt. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a déposé ce jeudi 15 août 2024 4 projets de loi à l'Assemblée nationale. Ces documents ont été réceptionnés par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Selon une dépêche de la cellule de communication du ministre de la Justice, ces projets de loi visent à modifier certaines dispositions légales afin qu'elles soient en adéquation avec les réformes mises en place depuis l'arrivée de Constant Mutamba à la tête du ministère. Les textes soumis
comprennent le projet de loi portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire, le projet de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, les projets de loi sur le statut des magistrats, le projet de loi sur le barreau. Constant Mutamba a souligné l'importance de ces textes dans le cadre de la politique des réformes souhaitées par le président de la République. À noter que la rentrée parlementaire est prévue le 15 septembre 2024. Je l'ai annoncé dans le sommaire, le gouvernement central de la République démocratique du Congo a décidé d'appuyer la ville de Kinshasa, capitale du pays, pour résoudre les problèmes qui se posent dans différents secteurs, entre autres la sécurité, le transport, les infrastructures routières ainsi que l'assainissement. Cette décision a été prise par la première ministre au cours d'une séance de travail qu'elle a présidée le mercredi 14 août 2024 à la primature. Les détails dans cet élément. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a réuni autour d'elle dans la soirée du mercredi 14 août 2024 plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ensemble, avec des invités, ils ont discuté sur les différents maux qui détériorent la qualité de vie dans la capitale congolaise. Les échanges ont tourné autour des problèmes d'insécurité à travers le banditisme urbain appelé Kuluna, les difficultés de transport et de mobilité dans la ville, le délabrement des grandes artères principales et routes secondaires, ainsi que l'insalubrité, avec les déchets qui sont visibles dans tout le coin de la ville. Après le diagnostic d'une situation peu reluisante, Judith Suminwa a décidé que le gouvernement central vienne en appui au gouvernement provincial qui a la gestion quotidienne de la capitale, siège des institutions et miroir de la République démocratique du Congo. Pour le ministre de l'Intérieur, les mesures que prend le gouvernement central en faveur de Kinshasa permettront également d'assurer une rentrée scolaire dans les bonnes conditions d'une part et de prévenir les dégâts que pourrait causer le retour de la saison de pluie d'autre part. Nous avons réfléchi sur des solutions idoines que nous allons très rapidement ici mettre en application. Elles seront communiquées, elles feront l'objet d'une communication particulière. Oui, nous sommes allés en profondeur. L'avantage ici, c'est que déjà la ville était sur ces différents dossiers, mais les ministères sectoriels aussi, chacun dans son domaine, avait déjà un début de commencement de travail et de solutions. Maintenant, je crois qu'au bénéfice des Quinoises et des Quinois, nous allons, sous cette coordination-là voulue par Madame le Premier ministre, nous allons donner des solutions très rapidement. S'agissant de la sécurité, il a été évoqué l'urgence de renforcer les capacités opérationnelles de la police de Kinshasa, puis dans le reste du pays ensuite. Invité à cette réunion, le gouverneur de la ville de Kinshasa a loué l'initiative de la première ministre qui a décidé de voler au secours de son gouvernement provincial afin de juguler le mot qui ronge la capitale. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies qu'il relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc nous sommes appesantis sur des solutions immédiates, mais nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. À noter que la première ministre qui tient à l'aménagement de ville a inscrit cette question au 3e pilier de son programme d'action. Pour la chef du gouvernement, la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. Et dans un autre chapitre, à l'issue de la rouverture par la Zambie de ses frontières avec la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais s'est fixé pour objectif d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui a fait cette annonce le mercredi 14 août lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, autour des opportunités, enjeux et perspectives des mesures de protection de la production locale. Vinigal Junior pour les détails.
Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Face à la concurrence déloyale subie de la part des voisins directs et indirects de la RDC, les autorités congolaises n'ont pas croisé les bras. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a interdit l'importation de bières et boissons gazeuses, des carreaux et faïences, les ciments gris ainsi que les clinkers. Ces mesures ont été prises pour protéger les emplois créés par l'industrie locale et les taxes perçues par le trésor public. Face à cela, la Zambie a pris des mesures de rétorsion en fermant sa frontière avec la RDC avant de réouvrir après réunion bipartite entre les deux pays. Face aux journalistes, Julien Paluku a expliqué le bien fondé. Lorsqu'un État constate que sa production est menacée, il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production. Et avec les pays voisins, nous avons signé des accords commerciaux. Comme nous parlons de la Zambie, nous avons signé un accord commercial en 2015 qui définit également à son article 7 et à son article 8 les mesures de sauvegarde que chaque État doit prendre lorsqu'il constate que sa production intérieure est menacée. Alors, lorsque nous avons pris ces mesures vis-à-vis des boissons, vis-à-vis du ciment, vis-à-vis des clinkers, vis-à-vis des carreaux, eh bien, la Zambie a constaté que nous mettons fin à la pratique qui consiste à venir prendre les devises ici chez nous pour fragiliser notre monnaie. Et c'est comme ça qu'en représailles, il a fermé la frontière au motif qu'il y avait de l'insécurité à Kasumbalesa. L'ouverture des containers en transit, la vente de produits à moindre coût, les subventions de l'économie, la RDC en a longtemps été victime avant de prendre des mesures pour protéger la population contre ces mauvaises pratiques. La République démocratique du Congo ne veut plus être la poubelle de ses voisins. Les mesures que nous prenons sont des mesures d'un État moderne. Parce qu'on ne peut pas continuer, même si nous devons faire des relations avec nos voisins, on ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs de tout ce qui ne peut pas être consommé dans les pays voisins. Si vous voyez tous ces pays voisins, ils ont même des produits sur lesquels ils écrivent « for export only », c'est-à-dire uniquement pour l'exportation. On doit se poser la question, est-ce réellement parce qu'on nous aime qu'on veut nous amener ça en exportation ou parce que le contenu de ces produits est tout à fait autre? Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi for export only? Et ces produits-là, vous ne pouvez pas les voir dans ces états-là. C'est seulement destiné à l'exportation et principalement la RDC. Outre l'interdiction de l'importation de certaines denrées, le ministre du Commerce extérieur milite pour la modernisation des laboratoires de l'Office congolais des contrôles OCC qui est chargé du contrôle de la qualité, la quantité et la conformité des produits consommés en RDC. Même les produits miniers doivent entrer dans l'escarcelle de l'OCC. Dans ma feuille de route, j'ai annoncé qu'à la fin de mon passage à la tête de ce ministère, il faut que j'ai au moins construit 6 laboratoires ultra-modernes accrédités au niveau international. Dans l'intérêt de la population congolaise, les autorités sont appelées à tenir bon face à la pression des pays voisins qui ne veulent pas perdre le marché congolais avec ses plus de 100 millions de consommateurs. Et de son côté, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kababa, et son collègue de l'intégration régionale, Didier Mazenga, ont représenté la République démocratique du Congo du 12 au 14 août 2024 aux travaux préparatoires du 44e sommet des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, autour de l'industrialisation des pays de la SADC. On fait le point avec Ranta Luyela. Il s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, du 12 au 14 août 2024, des séances de travail en marge du 44e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC, qui a réuni le ministre de la Communauté de développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo, RDC, s'est valablement représentée par le ministre national de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, ainsi que son collègue de l'intégration régionale, Didier Mazenga. Marqué par des échanges forts et enrichissants, les patrons de l'industrie congolaise ainsi que tous les participants ont fait le tour d'horizon sur tout ce qui freine l'industrialisation de pays de la SADC, mais aussi les échanges commerciaux entre ces derniers. Nous avons fait un tour d'horizon avec les collègues ministres sur tous les problèmes qui plombent l'industrialisation de ce pays, les échanges commerciaux également, notamment la situation tendue qu'il y a eu à Kasumbalesa il y a 48 heures,
Comme vous le savez, les deux pays ont salué, au nom des chefs d'État respectifs de la Zambie et de la RDC, la volonté commune de développer davantage nos relations fraternelles, parce que nous sommes deux États frères. Et un comité a été mis en place en bilatéral pour pouvoir vider tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de Kasumbalesa. Parce que rappelez-vous, Kasumbalesa n'est pas seulement le point d'entrée de la Zambie, c'est également le point d'entrée de toute l'Afrique australe. Donc tous les pays de la SADC ont les yeux rivés sur Kasumbalesa pour que des échanges se fassent pour le plus grand bien de l'Afrique. Louis Watum Kabamba a pour sa part émis le vœu de voir l'industrialisation de pays de la SADC car ces derniers regorgent d'énormes ressources tant en capital humain qu'en capital naturel. Il y a une volonté commune de tous les pays membres d'industrialiser l'Afrique, d'exploiter toutes les synergies qu'il y a pour que l'Afrique enfin s'industrialise et se développe. C'est un espace économique puissant qui a énormément de ressources tant en capital humain qu'en ressources naturelles. Et nous devons donc industrialiser cet espace. Après cette brillante participation, la SADC peut compter sur la République démocratique du Congo pour la promotion des innovations dans la découverte de la nouvelle perception de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de l'Afrique australe. Clôturé le mercredi 14 août, la fin de ces travaux donne place à la suite du programme avec le sommet proprement dit qui réunira plusieurs chefs d'État et gouvernements de la SADC déjà ce samedi 17 août 2024. Et la ministre du Genre, Famille et Enfants a quant à elle effectué ce jeudi 15 août 2024 une descente sur le terrain pour s'imprégner des conditions de travail des femmes entrepreneurs de la galerie Bisou Bisou. Située en plein marché central à Zando sur l'avenue du Commerce, cette galerie est un lieu d'activité intense pour de nombreuses femmes. Regardez. Lors de cette visite, la ministre a eu l'occasion d'échanger avec les femmes entrepreneurs qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Elle a pu constater de près la réalité quotidienne de ces femmes, impressionnées par leur dynamisme et leur détermination. Le promoteur du groupe Léon, présent lors de cette visite, a encouragé les femmes vendeuses en leur offrant des crédits à faible taux d'intérêt. Cette initiative vise à renforcer les capacités financières des femmes de l'Afrique centrale et à promouvoir leur éducation financière. Pour accompagner les mamans, le groupe Léon a mis en place le mécanisme d'octroi des crédits avec faible taux d'intérêt et assouplissement des conditions de taux d'intérêt et assouplissement des conditions contrairement aux institutions financières classiques. Il s'agit de la microfinance Bisou Bisou agréée par la Banque centrale depuis décembre de l'année 2023. Pour contribuer à l'entrepreneuriat féminin congolais et à l'éducation financière, la microfinance Bisou Bisou a mis en place un produit dénommé Darda. Les femmes de la galerie, enthousiastes et reconnaissantes, ont félicité la ministre pour son déplacement et son écoute attentive. Léonie Kandolo, loin de son bureau, a exprimé son admiration pour l'entrepreneuriat féminin qu'elle a observé. Elle a également encouragé ces femmes à poursuivre leur formation pour développer leurs projets et soutenir leur famille. La galerie Bisou Bisou est comme notre bailleur, elle ne nous abandonne jamais. Elle a mis à notre disposition cette microfinance qui nous aide énormément. Elle nous facilite les transactions avec les clients qui sont à l'extérieur du pays. En tout cas, nous sommes vraiment bénis. Peut-être na Kisasa fait moi musika pour transport pour un embouteillage et tout mbala moko do sala ba virement ba transaction na kati ya microfinance wana. La visite s'est terminée par une immersion dans les réalités du trafic le long du marché des Zando, permettant à la ministre de mieux comprendre les défis quotidiens auxquels ces femmes sont confrontées. Et dans le reste de l'actualité, relevé des 6 fonctions de secrétaire général les dimanches 11 août 2024 par la Commission démocratique du parti UDPS
Augustin Kabouya n'y s'avoue pas vaincu. Il vient de mettre en place une commission démocratique du parti pour la session 2023-2028 chargée d'identifier tous les membres du parti relativement aux catégories fixées par l'article 30 du statut du parti. Visiblement, il y a bipolarisation de la convention démocratique du parti qui crée un dysfonctionnement au point de déstabiliser le parti d'Étienne Tshisekedi. Images et commentaires. Augustin Kabouya Tshilomba est dès ce jour relevé de ses fonctions conformément aux articles 64.5. La crise au sein du parti Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, devient de plus en plus persistante malgré les assurances données par Félix Tshisekedi sur un éventuel retour à l'ordre. Augustin Kabouya, devenu persona non grata et déchu dimanche dernier par la Convention démocratique du parti, CDP, ne s'avoue pas vaincu. Il annonce avoir créé une commission d'identification de membres des composantes constituant la Convention démocratique du parti pour la session 2023-2028. Dans sa décision rendue publique mardi 12 août, Augustin Kabouya éclaircit la mission de la dite commission, laquelle éclate en 4 points. Établir la liste de tous les membres du parti exerçant les fonctions politiques au niveau national en qualité de députés, sénateurs, ministres et mandataires publics. Dresser une liste de ces membres relativement aux catégories fixées par l'article 30 du statut, constituer une liste effective de membres de la Convention démocratique du parti, rédiger un rapport à remettre au secrétaire général faisant office de président ad interim du parti dans un bref délai. En effet, cette commission d'identification, composée de 11 membres, tous nommés par le secrétaire général, sera dirigée par un coordonnateur, 2 coordonnateurs adjoints, un secrétaire rapporteur adjoint, un chargé des finances adjoint et de 4 membres. Dans ce contexte d'estrabisme politique au sein de l'UDPS, il y a d'ores et déjà une bipolarisation de la convention du parti au pouvoir. Celle qui a relevé Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général puis l'a remplacé par un intérimaire, et celle par laquelle ce dernier a mis sur pied une commission d'identification. Cette méfiance entre membres du parti du Sphinx donne visiblement un coup d'arrêt à son bon fonctionnement et pourrait occasionner sa fragilisation. Parlons santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, son sigle, a tiré la sonnette d'alarme en déclarant une urgence mondiale face à la propagation rapide de la variole du singe en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. Le nombre des cas continue d'augmenter de manière alarmante, touchant à la fois des enfants et des adultes dans plus d'une douzaine de pays. Diane Bonga pour les détails. Les équipes médicales à Goma, en République démocratique du Congo, travaillent sans relâche pour identifier et isoler les patients infectés. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, nous en étions à 10 cas confirmés de monkeypox, puisqu'en fait, tous ceux qui viennent avec des lésions suspectes, nous les isolons d'abord. Nous assurons les prélèvements. Les habitants de Goma sont préoccupés. Un nouveau variant du virus plus mortel et plus contagieux vient de se propager. L'inquiétude d'abord parce que nous ne sentons pas le gouvernement se mobiliser et se préoccuper de la meilleure manière pour essayer un peu de maîtriser cette pandémie, cette épidémie plutôt, qui est un peu de guetter la population congolaise. Contrairement aux précédentes épidémies, ces variants provoquent des symptômes plus légers avec des lésions difficiles à détecter, augmentant ainsi les risques de propagation silencieuse. L'OMS appelle à une mobilisation internationale pour contenir cette menace grandissante. Et la population congolaise est encouragée à détenir une pharmacie de secours à la maison. Cette petite pharmacie, autrement appelée trousse médicale, permet d'apporter les premiers soins aux enfants ou autres membres de famille en cas de fièvre ou d'une crise de maladie avant de les amener à l'hôpital pour des soins appropriés. Dr Jeannette Massolo fait partie des médecins qui encouragent les patients à avoir une trousse médicale dans leurs habitations. Suivez.
Ce n'est pas dans toutes les maisons de Kinshasa que les parents détiennent une pharmacie familiale de secours. Certaines familles en ont et d'autres n'en ont pas. Megalimat est une mère de famille nombreuse. Elle pense que ce n'est pas important d'avoir ses trousses médicales à la maison. En cas de pépin, elle va courir rapidement à la pharmacie au lieu de garder des produits qui peuvent s'abîmer facilement. Ça dépend de ce que la famille ressent ou de ce que vous avez comme problème à la maison. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'il y a d'autres produits qu'on peut garder. 7 jours après, tu vois un peu, c'est non utilisable. On peut garder l'aspirine, oui, c'est normal, on peut garder l'aspirine. Ou bien le truc, les désinfectants comme les dénaturés, par exemple. Ça c'est mal? J'ai rien du tout mieux. Aide-moi à remettre ça. Niclette Tampo pense plutôt le contraire. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Cette mère des familles estime plutôt qu'il est important d'avoir une petite pharmacie à la maison. Elle sert en cas de fièvre ou malaise qui peut intervenir la nuit chez l'enfant, voire même chez un adulte. Si les enfants font de la fièvre, je leur donne les premiers soins à la maison. Je leur donne les médicaments pour calmer la fièvre. Après 2 à 3 jours, si la fièvre persiste, je les amène à l'hôpital. En tant que parents, nous connaissons déjà quelques produits à donner aux enfants en cas de fièvre. Même sans ordonnance, on peut se rendre à la pharmacie pour acheter les produits de premier secours. Nous achetons du paracétamol pour calmer la fièvre ou la grippe. Ces pharmaciens, quant à lui, a énuméré quelques produits de première nécessité qui sont beaucoup sollicités par les familles pour leur petite pharmacie de la maison. Certains produits, nous les vendons selon l'ordonnance médicale et d'autres nous servons sans ordonnance médicale, mais selon les orientations. Par précaution, les médicaments avec ordonnance, ce sont des produits toxiques, mais ceux sans ordonnance sont souvent des produits mineurs, entre autres le paracétamol, l'Ibucap, le diclofenac, voire même l'aspirine. Ibucap, diclofenac, voire même aspirine. Pour le docteur Jeannette Massolo, cette petite pharmacie qu'on retrouve à la maison n'est rien d'autre qu'une trousse médicale qui permet de faire les premiers secours avant d'acheminer le malade à l'hôpital. Elle conseille surtout de consulter un médecin pour avoir une idée sur les produits de premier secours qui ne présentent pas des risques élevés, mais permettent d'atténuer un malaise ou une douleur avant la vraie prise en charge médicale dans une structure de santé. C'est important d'avoir une pharmacie à la maison, c'est que nous appelons une pharmacie familiale. C'est une pharmacie qu'on peut dire des premiers secours. Donc, on peut parler aussi des trousses médicales qu'on peut avoir à la maison. Et cette pharmacie nous aide à répondre à quelques besoins qu'on a. Comme on peut avoir un petit bobo, l'enfant peut tomber, l'enfant peut faire une fièvre, même pas l'enfant, un adulte peut faire une fièvre à la maison, des vomissements, des diarrhées, parce que nous le savons que la maladie peut surgir à n'importe quel moment. Selon cette praticienne, ce n'est pas seulement quand on a des enfants qu'il faut avoir une pharmacie, elle est nécessaire, même pour les adultes. Dans le même temps, elle déconseille l'automédication pour des produits qui ne sont pas des premiers secours et qui nécessitent une prescription médicale avant de les prendre. Et en dehors de nos frontières, l'Égypte et la Somalie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération en signant un accord de défense majeur. Lors d'une rencontre au Caire, le mercredi 14 août 2024, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont discuté de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité en Somalie. Merveille Loabéa nous en dit plus. C'était lors d'une rencontre mercredi 14 août au Caire que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont discuté de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité en Somalie. Un des résultats de la réunion d'aujourd'hui dont je suis fier et auquel je suis engagé est le nouvel accord de défense signé entre la Somalie et l'Égypte, a déclaré le président lors d'une conférence de presse.
Un des résultats de la réunion d'aujourd'hui, dont je suis très fière et auquel je suis engagée, est le nouvel accord de défense signé devant nous aujourd'hui entre la Somalie et l'Égypte. Cet accord vise à renforcer la sécurité en Somalie, un pays souvent frappé par des attaques terroristes, notamment que la branche est-africaine d'Al-Qaïda. Lundi dernier, une attaque dans un hôtel de plage en Somalie a fait 37 morts, soulignant l'urgence de renforcer les mesures sécuritaires. Et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance alerte sur une menace croissante pour la santé des enfants dans le monde, la chaleur extrême. Un rapport récent révèle qu'un enfant sur 5, soit 466 millions d'enfants, subit aujourd'hui 2 fois plus de journées extrêmement chaudes qu'il y a 60 ans. Merveille Loabéa, une fois de plus, nous fait le point. La comparaison entre les années 1960 et la période 2020-2024 montre une augmentation rapide de journées dépassant les 35 degrés Celsius. Cette chaleur intense affecte particulièrement les enfants dont la santé et le bien-être sont gravement menacés, surtout dans les régions des infrastructures adaptées. Les enfants de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont les plus touchés. Par exemple, au Mali, les enfants vivent jusqu'à 212 jours par an avec des températures supérieures à 35 degrés. Ce stress thématique est lié à des complications de santé, à la malnutrition et à vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses. Face à cette urgence, l'UNICEF appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions et protéger les enfants. Les nouveaux plans climatiques nationaux doivent inclure en actions concrètes pour garantir un avenir durable aux enfants d'aujourd'hui et aux générations futures. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais je vous rappelle les principaux titres avant de nous séparer complètement. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et tous les membres du bureau définitif sont entrés en fonction ce jeudi 15 août 2024 à l'issue d'une cérémonie au Palais du Peuple. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a promis de mener avec ses collègues sénateurs une diplomatie parlementaire agissante et avantageuse en appui à la diplomatie gouvernementale afin de défendre les intérêts du pays dans les concerts des nations. Dans l'optique de voir Kinshasa, capitale du pays, redevenir une ville où il fait beau vivre, la première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail mercredi 14 août 2024 avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, sur les différents maux qui détériorent la qualité de la vie dans la capitale. Lors d'un briefing le mercredi 14 août 2024, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kiaongia, ont planché sur les thèmes centraux, mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives. Le gouvernement congolais s'est fixé pour objectif d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur. Ce journal est complètement terminé. C'était pour moi un plaisir de vous informer. Retrouvez Merveille Loabéa demain à 19h pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.